Bonsoir les amis, je voulais un petit peu repartager cette présentation, ce petit travail que j'avais déjà réalisé, partagé il y a un mois ou 2 mois. En tout cas, ça avait été partagé sur Zoom. Et nombreux de mes amis m'ont demandé de refaire, et de trouver une trace ou de leur envoyer un petit peu ce petit travail. Et je me suis dit pourquoi pas enregistrer ça sur Facebook, comme ça sera accessible à de nombreuses personnes. Le titre peut-être les a accrochés, même s'ils connaissent pas le contenu. En tout cas, je sais que en direct, il n'y aura pas beaucoup de personnes comme ça, parce que c'est un petit peu improvisé. Je vais parler d'endodontie pure. Hein. On va surtout parler de cathétérisme ou de préflare ou encore de trajectoire canalaire un petit peu. Euh, enfin, l'endodontie me rappelle un petit peu cette photo parce qu'on est dans une situation où ça nécessite beaucoup de patience, beaucoup de calme, ce que j'adore en tout cas, et d'y aller par étapes. C'est-à-dire si on va parcourir un chemin, si on va parcourir, escalader une montagne ou faire un chemin de trekking, ça demande de réfléchir par étapes, ça demande de partitionner un petit peu son avancée par kilomètre, par dizaines de kilomètres, vingtaine de kilomètres. Et c'est comme le temps aussi est partitionné en minutes, secondes, minutes, heures, etc. En fait, et puis l'endodontie, c'est aussi un jeu pour moi qui suis assez joueur. J'adore tout ça, l'instrumentation, les outils. Euh, J'adore voir les radios, travailler sous microscope, filmer, prendre des photos. C'est toujours un plaisir quand même de faire face à un acte qui peut donner du plaisir. En tout cas, lorsque je regarde cette technique, enfin, ça c'est un que j'avais réalisé à mes débuts, la technicité, etc. Malgré toute la difficulté, c'était quand même amusant. Mais une belle image radiologique n'est pas n'est pas l'ondo là par exemple, c'est pas bon, la plus belle des ondos, mais il y a une guérison totale après une année. C'est l'objectif un petit peu de ce qu'on fait en ondo. C'est pas cette technicité, la trajectoire, les courbures, les coups durs, la belle image radio, mais c'est beaucoup plus le fait de soigner un patient, de le prendre en charge et qui est guérissant. C'est-à-dire si c'est un pulpite, que le patient puisse retrouver, la dent puisse retrouver sa fonction tout simplement en pouvant manger dessus, sans pathologie, sans symptômes. En fait, depuis que je travaille, je reçois beaucoup d'étudiants, je reçois beaucoup de messages de mes confrères. Euh, Tout le monde me parle un petit peu en disant que l'endodontie c'est un acte compliqué, c'est un acte pas sympa, voilà, toujours des difficultés à aborder un acte chronophage aussi qui dure parfois soixantaine de minutes, 1 heure, et qui nécessite une, comme une grosse concentration, débauche d'énergie lorsqu'on travaille dans des micro-choses, c'est-à-dire une entrée canalaire, c'est à peu près même pas un millimètre avant de l'élargir 0,9, 0,8 mm. Et il y a beaucoup d'échecs aussi. Euh, et surtout, il y a beaucoup d'instrumentation, de matériel, d'étapes. Ça nécessite de gros investissements pour un revenu aussi financier qui est assez limité. C'est un acte qui est très peu valorisé dans notre pays, en Algérie. Ça ne paye pas bien comparativement à de l'esthétique ou de l'implantologie ou d'autres actes chirurgicaux. Et pourtant, c'est un petit peu ce qui permet, c'est un petit peu, peut-être que c'est la plus grosse demande dans tous les cabinets du pays, à sauver sa dent. C'est un petit peu ce qu'on fait. Et, lorsqu'on se pose ce genre de questions, et on voit un petit peu que même s'il n'y a pas l'aspect financier, lorsqu'on est, on est étudiant, c'est aussi un cauchemar. Pourquoi? Par exemple, j'ai pris un petit peu cette étude, cette étude qui a été réalisée dans de nombreux pays, en tout cas, qui s'appuie sur des articles, des études réalisées dans de nombreux pays. C'est une méta-analyse. Méta-analyse, c'est un petit peu le niveau le plus fort, le plus élevé de preuves. C'est une preuve puissante. Ça parle de réussite de traitement canalaire. Et là, seul 48% enfin un peu plus de 48% de traitements canalaires réalisés par des étudiants sont des cas réussis. Voilà, ils ont évalué par rapport à la distance avec
la distance de l'obturation avec l'apex à un peu plus de 2 ou 3 millimètres sur cette étude, sur cette méta-analyse. Imaginez un petit peu, vous arrivez, là c'est mondial, etc., vous arrivez à réussir un cas sur deux. Et encore, on est en Algérie, c'est encore plus compliqué, les conditions à l'hôpital, peu de matériel, on a peu de temps, peu d'heures pour s'exercer. Les chiffres de réussite doivent être encore plus faibles, je crois. Et donc, acte chronophage, non rémunérateur et surtout un acte qui n'était pas un plaisir durant notre cursus d'étudiant. Ce qu'on va faire, bon, aujourd'hui, un petit peu de voir les choses différemment, peut-être de simplifier les choses. On va commencer par l'une des étapes d'un traitement canalaire les plus, euh, les plus importantes, ou peut-être la plus importante techniquement. Je veux dire, c'est pas, il y a un gros apport technique du cathétérisme. Donc, on va passer un petit peu sur un rappel rapide sur les impératifs et objectifs d'un traitement canalaire. Et puis, on va essayer de chercher une définition cathétérisme au pré-élargissement. Et pourquoi cette étape en mécanique? Voilà l'étape du cathétérisme. Et endodoncite ou mécanique. Est-ce possible de préparer sans pouvoir utiliser des instruments manuels en endo? Donc on va commencer. Il faut quand même garder l'image avant de commencer quoi que ce soit. Il faut garder l'image que l'endo reste surtout une préparation chimique avant notre préparation mécanique. On est surtout là pour nettoyer le canal. D'ailleurs, j'essaie de parler ce vendredi de diamètre et de conicité des instruments. Et la question qu'on se pose tous, est-ce qu'on peut préparer tout le canal avec nos instruments? Alors, on va essayer de répondre à ça vendredi avec les données actuelles de la science. Là, au moins, vous avez une petite réponse, c'est que c'est beaucoup plus chimique que mécanique. On va l'expliquer plus en détail vendredi. En tout cas, aujourd'hui, c'est juste un petit rappel. Et, on a des impératifs biologiques. En endo, vous le connaissez un petit peu tous. C'est surtout grâce en éliminant la boue, en éliminant les micro-organismes, en dissolvant le tissu pulpaire et des impératifs biologiques qui sont malheureusement à faire dans un système canalaire souvent très très complexe qu'on ne peut pas atteindre essentiellement. Comment l'atteindre avec les irrigants? Et souvent il faut essayer de créer une trajectoire dans un cas qui a été réalisé à mon niveau, au niveau du cabinet il y a quelques années, et puis vous regardez un petit peu la complexité du système canalaire et de l'obturation. Sur ce cas-là, c'est juste un exemple. Et puis, au-delà des impératifs biologiques, on doit bien irriguer ce système complexe et pour éliminer la boue, les débris, etc. Il y a des impératifs mécaniques, tout simples, qui sont visualisation claire des orifices canalaires lorsqu'on prépare notre cavité d'accès et respect de la trajectoire canalaire initiale. Voilà, donc on va surtout, pendant cette présentation, parler du respect du trajet canalaire initial. Ça, c'est la partie la plus importante. Vous connaissez un petit peu. Là, c'est un petit peu ce qu'on rencontre le plus souvent, ces deux situations-là. Ce qu'on rencontre un petit peu le plus souvent dans notre pratique. Nous-mêmes, on fait ce type d'erreur. Et puis, on reçoit beaucoup de cas de retraitement avec ce genre d'erreur où une paroi a été surpréparée. En déviant la trajectoire canalaire, non-respect de la trajectoire canalaire, c'est comme l'image sur votre gauche, ou encore en buté avec une difficulté à retrouver la trajectoire canalaire, soit par rapport à une erreur de cavité d'accès ou à l'utilisation agressive d'instruments ou en acier manuel ou en IT en rotation continue. Et ces impératifs mécaniques, c'est aussi préserver les structures apicales. Là, c'est encore plus compliqué parce que la structure apicale ou le dernier tiers apical sur, on va dire, 3-4 mm, c'est une zone assez complexe. Et on a des formes de foramen souvent complexes, compliquées, sur lesquelles on doit travailler, on doit tenter de, tout en respectant une trajectoire qui est parfois courbée, arriver à finir en préparant correctement cet apex-là sans le détruire. C'est ce qui arrive souvent, par exemple, si on va utiliser des instruments un peu plus agressifs, des instruments en acier en appliquant une certaine force, lorsqu'à détruire jusqu'à à ne plus avoir ou encore en surinstrumentant. Vous avez tous connu ces cas au cabinet pour ceux qui travaillent au quotidien, qui font de la dentisterie, enfin de l'endo au quotidien encore, connaissent un petit peu ce cas. Moi-même, je le connais, où en lançant un instrument dans le canal, tout est sec, etc. Et juste
voilà, une ligne qui s'en va un peu, qui est absorbée et paf, juste en travaillant dans le canal, on la retire, il y a du sang qui remonte, parfois le patient ressent une douleur, même sous anesthésie, il y a du sang, ça saigne beaucoup, etc. Et ensuite on perd un petit peu cette constriction apicale et on ne respecte pas ce foramen apical, donc il y a un échec des impératifs mécaniques. Et ça, on va essayer de détailler un peu plus comment essayer de les éviter ce genre de cas, par exemple encore en surinstrumenté, on peut aussi créer changer, déplacer l'apex. On peut aussi ou encore beaucoup plus souvent perdre la perméabilité apicale, comme sur l'image à gauche par exemple, on n'arrive plus à faire passer notre lime manuelle K10 ou encore rotative en dépassant de 0,5 mm l'apex, ce qui est la perméabilité apicale. On bute un petit peu à longueur de travail. C'est l'image à gauche et l'image à droite, c'est lorsqu'on crée une fausse sortie apicale ou encore déplacement du foramen apical mécanique. Voilà un petit peu l'image de perméabilisation apicale en continu. Ça, c'est un impératif mécanique assez important, même si c'est pas toujours facile d'avoir ça. C'est un impératif. Même les images, tout ce qu'on a décrit un petit peu jusque-là, impératifs biologiques et mécaniques, sont des impératifs. Parfois, c'est pas évident d'obtenir et de signer, de donner tous ces impératifs-là comme réalisés et comme faits. Ces impératifs-là, qu'est-ce qu'ils nous permettent? Ils nous permettent deux choses essentielles et deux objectifs essentiels qui sont de faire arriver notre produit d'irrigation jusqu'à la région apicale tout en le renouvelant d'une manière continue pour désinfecter le système canalaire. Comme à gauche, hein, un produit d'irrigation qui va, qui se renouvelle et qui nettoie un petit peu les canaux accessoires. Et sur la droite, une obturation conique. C'est-à-dire que c'est comme un bouchon, de liège dans une bouteille d'alcool, une bouteille de vin ou de champagne. C'est-à-dire qu'on va essayer de presser cette gutta-là en phase bêta à chaud, c'est un exemple, pour qu'on puisse obtenir un bouchon dans le canal, un bouchon de gutta dans le canal étanche. Et cette conicité-là permet d'appliquer une force en direction apicale, c'est cette force-là encore en air, pour que la gutta puisse fuser apicalement et obturer tout le système canalaire. Là, un petit peu, ça veut dire que c'est une image quelques images où on a un système canalaire qui est complexe, qui est absolument complexe. Voilà, c'est des images de microcité. C'est une sorte de cone beam. En tout cas, c'est un peu beaucoup plus précis qu'un cone beam. Là, c'est un système canalaire complexe sur une prémolaire instrumenté. Voilà, tout simplement. C'est qu'on arrive à instrumenter. Qu'on arrive seulement à instrumenter ce qui est en rouge. Et encore, il y a d'autres études où ça montre que c'est encore plus compliqué que ça. Comme ça a été présenté au début, on va parler un petit peu de cathétérisme ou de glide path, si ces termes-là existent en fait. C'est pas une définition en fait. C'est pas une définition, mais c'est juste un petit peu ce que j'ai retenu personnellement dans la littérature. C'est décrit comme un passage ou un tunnel reproductible en fait, en utilisant une ligne K10. Ce passage-là permet le passage des instruments de préparation des infections canalaires et aussi permet le passage des irrigants dans le respect des impératifs biologiques et mécaniques qu'on a décrits juste avant. Il faut savoir que voilà, c'est pas une définition, c'est juste une description que j'ai retenue de la littérature un petit peu. Il n'y a pas réellement un consensus d'ailleurs. Les termes glide path n'existent pas dans le dictionnaire de l'association américaine d'endodontie, American Association of Endodontic. On n'a pas de définition claire. Mais même si on n'a pas de définition, malheureusement, cette étape-là est une étape
lorsqu'elle est ratée, cause la plus grande part des échecs. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'étude claire ou de méta-analyse qui définit un pourcentage précis, clair, mais on sait quand même que c'est la cause, c'est l'une des causes, ou la cause la plus importante de la formation des ledges et déformation de trajectoires canalaires, complications en endodontie, fracture instrumentale. Et lorsque cette ligne K10 ou broche 10 en acier n'atteint pas en bas, ne perméabilise pas, ne négocie pas, ne va pas de haut en bas afin de permettre le passage des instruments par la suite, la possibilité d'échec est assez importante. Là, on va parler un petit peu de... On se dit, mais c'est quelle trajectoire prendre? Je vais utiliser... là, je suis en train de parler tout à l'heure de cathétérisme en utilisant une ligne K10. Je reprends ce qu'il y a dans la littérature et même ce que je fais au cabinet. Malgré le titre un petit peu trompeur, en fait, endodontie tout mécanique, là, cette ligne K10 là va suivre quelle trajectoire? C'est-à-dire que à quoi peut-on s'attendre? Là, c'est une étude qui a été réalisée en 1995, basée sur des calculs mathématiques. C'est pas du micro CT utilisé aujourd'hui, mais quand même nous donne une orientation technique très intéressante afin de nous préparer à ce passage de la ligne K10. Comment utiliser cette ligne K10 là dès le départ? C'est-à-dire, on va prendre la ligne ou la broche K10 dès le départ et on va essayer d'avoir une trajectoire de l'entrée jusqu'à plutôt perméabiliser l'apex pour s'assurer que ça dépasse de 0,2, 0,1, 0,5 mm. Voilà. Cet article est super intéressant d'ailleurs. Il nous donne une moyenne des trajectoires et encore mieux, je peux vous associer des formes de comment précourber cette ligne K10 selon la forme de l'apex. On fait par exemple sur les molaires, on est beaucoup confronté à cette forme en C là. Donc, regardez, c'est un petit peu l'image à cette forme en C, c'est à cause de les entrées canalaires en commençant notre cathétérisme dès le départ. On n'a pas encore introduit de rotation, enfin d'instruments rotatifs ou mécaniques pour éliminer cet éperon dentinaire. Donc là, c'est à peu près cette forme-là, c'est ce qu'on fait après. Et là, c'est une courbure plus prononcée, ou encore pour dépasser certains buteurs. Regardez un petit peu cette forme. Là, c'est les formes en S. La forme en I, la forme en C, en J, en S. La forme en I est beaucoup plus rare que les trois autres formes. C'est peut-être un peu moins pratiquement inexistant. C'est pour ça qu'on demande de systématiquement précourber et un petit peu comme pour cette forme C, parce que ce qu'il y a de plus fréquent, précourber systématiquement notre ligne K10 en entrant de canal, même si certains auteurs ou certains cliniciens de renom ne sont pas d'accord avec cette assertion, mais précourber aide énormément à explorer le système canalaire. On peut aussi utiliser K10, on peut aussi utiliser une 8 ou une 6. Là, c'est des recommandations réalisées après des études sur les canaux courbes, parce qu'il y a beaucoup de contraintes sur un canal courbe, même si le diamètre du canal permet le passage d'une ligne K10, mais les contraintes, plus on va en bas, plus les contraintes augmentent, parce qu'il y a des contraintes coronaires, et donc les contraintes, il y a des contraintes coronaires, des contraintes dans le canal, qui font que la 10 n'avance plus. Donc on peut utiliser la 8 ou la 6, mais toujours avancer en translation, jamais en rotation lorsqu'on avance apicalement. Jamais en rotation légère, très légère rotation. On ne force jamais. Surtout là avec la ligne 6 ou 8 parce qu'on a très peu de perception tactile. Donc on avance seulement avec son localisateur d'apex de préférence branché pour voir un petit peu si on atteint ce foramen apical ou non. Et encore pour créer explorer un petit peu ce réseau canalaire d'une manière passive. Voilà. Lorsqu'on va utiliser notre ligne 10, c'est un petit peu là, c'est un résumé de 8 objectifs, plus ou moins 8 objectifs.
de ce qu'on peut obtenir en utilisant notre ligne K10 dès le départ, en la précourbant et puis parfois selon la forme du canal, on a étudié les anatomies ou grâce à la radio préop, par exemple CJS, là on a 8 objectifs, vous pouvez les lire et c'est assez visible. Donc on sécurise, on négocie, on cherche une perméabilisation et on cherche les nombres d'entrée, une longueur de travail initiale aussi, etc. en associant avec un localisateur d'Apex. Là encore, j'insiste, l'exploration doit être passive. C'est un mouvement de translation apicale, légère mais très légère rotation dans le sens horaire. Très légère rotation. Le travail se fait en retrait ou sur place. C'est-à-dire, vous voulez élargir légèrement votre canal, c'est lorsque vous retirez votre instrument à 180 à 360 degrés, vous pouvez racler un petit peu. Ou encore sur place, vous pouvez racler sur 360 degrés. Et lorsque vous avancez, vous avez une contrainte, arrêtez. Voilà, stop, arrêtez, précourbez encore plus pour essayer d'avancer. Ne forcez pas le passage. Irriguez ensuite. Essayez de précourber, d'essayer de lire votre trajectoire canalaire avec des instruments sans forcer. Là, on va parler un petit peu de préflare ou pré-élargissement au niveau apical et au niveau coronaire. Bon, là, c'est juste un petit rappel, l'utilisation des loupes et du microscope. Voilà, les loupes, c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde, augmente sensiblement la négociation des canaux difficiles. Là, plusieurs études en parlent, j'en ai cité deux dans mon cas. Et une plus ancienne, beaucoup plus ancienne, en 2001. Et j'en ai cité les plus anciennes, c'est-à-dire actuellement, c'est une avalanche de littérature, on a une avalanche de littérature dessus. Et voilà, donc n'hésitez pas à investir dans des loupes, vous allez augmenter sensiblement vos compétences en ondes. Donc, qu'est-ce que c'est élargissement apical? Donc, traditionnellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait en lime en acier, par exemple, là, c'est une lime 20 en acier qui atteint l'apex, afin de permettre le passage d'une lime de rotation continue qui va juste travailler à ce niveau, parce que la lime 20 a travaillé à ce niveau. Là, par exemple, c'est une lime 18. Là, c'est une lime 18 de chez ProTaper. C'est S1, je crois. Je ne me souviens plus du système. En tout cas, ça fait 5 ou 6 ans que je n'ai pas utilisé. ProTaper, le classique. Et cette lime-là va plus travailler la conicité en haut. Donc, la pointe sera libre et tournera dans le vide, ce qui permet de pouvoir racler, préparer à ce niveau-là, au niveau coronaire, avec le risque minimum de fracture en zone apicale. Là, c'est préélargissement apical. Préélargissement coronaire. Par exemple, l'image est très parlante. Cette image a été prise du site Style Italiano de Dantex. On va utiliser pour le préélargissement coronaire. Par exemple, on peut utiliser des inserts ultrasoniques, des instruments de rotation continue, même des forêts de Gates, mais d'une manière le plus fin, en faisant vraiment très très attention. Et lorsqu'on fait élargir, c'est toujours la paroi nommant le canal, en fait, mésio-vestibulaire, disto-vestibulaire, la palatin, il est en général large, donc lorsqu'on élargit, toujours élargir dans ce sens-là. Et il ne faut pas oublier que la LT se mesure après élimination de cette contrainte. Donc après élargissement des entrées canalaires. Donc la LT se mesure. Même si vous allez dans votre, en entrant, par exemple avec votre lime K10, vous allez atteindre l'apex, vous allez rentrer avec un localisateur d'apex accroché à cette lime-là, vous allez essayer de vous avoir une certaine longueur, mais c'est juste pour voir si vous avez la perméabilité ou pas. Au début, c'est pas une LT, mais c'est juste pour savoir une perméabilité ou pas. Bon, ça peut être une LT sur une centrale, mais sur une molaire en général, non. Donc c'est après avoir éliminé la contrainte qu'on a plus ou moins la LT. Surtout spécialement sur les canaux C en S, et vous le savez pourquoi. Est-ce qu'on peut réaliser cette étape en mécanique? Ça veut dire cette étape-là avec la lime K10 pour explorer, pour apprécier, etc. Et pourquoi réaliser cette étape en mécanique aussi? C'est-à-dire que cette étape de pré-flair et cette étape de trajectoire canalaire, c'est-à-dire avec la lime K10 et en utilisant les ultrasons pour les entrées canalaires, est-ce qu'on peut faire toute cette étape-là avec des instruments mécaniques?
Et pourquoi avoir réfléchi à la mécanisation de cette étape? L'une des questions les plus, l'une des difficultés, l'une des plus grandes difficultés techniques en endodontie, jusqu'à une certaine étape, jusqu'aujourd'hui peut-être, c'est le passage de la ligne K10 acier à K15 acier. Regardez un petit peu les dimensions, ce sont des dimensions respectées. Vous êtes dans un canal avec ce diamètre et vous allez pouvoir tenter de passer un canal dans ce diamètre-là. Imaginez dans un canal courbé, un peu fin, l'effet que ça fait. C'est l'une des plus grosses difficultés techniques, le passage de la ligne 10 à la ligne 15. D'ailleurs, ils ont même pensé à créer la ligne 12, 12,5, 13, chez Dentsply par exemple. Imaginez aussi que à partir de la ligne 15, la ligne 20 acier aussi est très difficile, presque impossible, au-delà de la ligne 25 en acier, de maintenir la trajectoire canalaire. Donc on se retrouve avec des butées, des déplacements, des destructions de l'apex en utilisant ces lignes-là en acier au-delà de 25 et même au-delà de 15. Donc l'utilisation des lignes en acier de gros diamètre augmente le risque de formation de ledge ou de butée. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir à des lignes en 90. Surtout ce passage-là de la 10 à la 15. Très très compliqué. C'est l'un des moments les plus clés de notre acte en endo. L'un des moments clés, c'est pas le moment clé. Et aussi en utilisant les instruments ultrasonores un petit peu agressifs pour avoir un tréflère, ou encore des forêts de gates, forêts largo. Voilà, donc on peut se retrouver avec une entrée canalaire surpréparée, une fragilisation, donc un échec accru, on peut avoir un risque de perforation, un risque de fracture mécanique et un risque sur la dent. La question qu'on se pose, est-ce qu'on peut passer ou doit-on passer à l'instrumentation mécanisée en nickel titane en tout cas, l'acier, en fait ce métal on insiste dessus, 90, juste après la K10. Tous les fabricants, beaucoup de fabricants ont proposé une instrumentation allant de 10 jusqu'à 20, permettant ce cathétérisme, ce préflare là aussi. Et ce cathétérisme, ce préflare là qui permet tous les objectifs qu'on avait cités au début de la présentation. Là, c'est en tout cas lors de cette étape-là, même si ce n'est pas tous les fabricants qui proposent la réciprocité, reste de cette étape. Et dans cette étape, reste c'est ce qui est en fait ce qui est préféré. Il faut savoir aussi que lorsqu'on fait, là, c'est une étude qui a été réalisée. C'est une revue systématique en étudiant un petit peu l'influence du glide path et du preflaring.